Je vous invite à examiner les fondations d'un pont moderne. Comment de telles fondations gigantesques sont-elles construites, en particulier lorsqu'elles reposent sur de longs pieux en béton? N'oubliez pas que les fondations sont à moitié immergées. Pour construire les fondations, les ingénieurs doivent d'abord installer une chambre étanche appelée caisson. Observons l'installation de cette structure massive. Pouvez-vous repérer un problème majeur dans cette installation? L'eau pénètre par les joints entre les pieux et le caisson, et l'ensemble du caisson est inondé. Réfléchissez à une solution. Les ingénieurs ont simplement prolongé les tuyaux à l'intérieur du caisson. Désormais, lorsqu'ils abaissent le caisson, l'eau qui s'échappe reste à l'intérieur de ces tuyaux, et les ouvriers peuvent facilement effectuer les travaux de fondation dans la partie sèche du caisson. Les longs pieux en béton que nous avons vus au début ne s'arrêtent en fait pas au fond de l'océan. Ces longs pieux en béton traversent le fond de l'océan et s'étendent même au-delà de la roche-mère. Ils ont été construits en coulant du béton dans ces tubes en acier. La grande question est la suivante. Comment ériger un tube aussi long? Aucune grue au monde ne peut accomplir cette tâche seule. Les ingénieurs utilisent une grue et un marteau vibrant pour accomplir cette tâche qui semble presque impossible. La grue positionne d'abord avec précaution un tube en acier, comme illustré. Ensuite, le marteau vibrant entre en action. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que cette machine vibre intensément, mais avec une faible amplitude. Le marteau vibrant enfonce le tube creux dans le fond marin. Les vibrations facilitent considérablement le processus d'enfoncement. La grue place ensuite avec précaution le tube suivant au-dessus du précédent et les deux tubes s'emboîtent. Le marteau vibrant, qui maintient le deuxième tube, commence à enfoncer celui-ci. Une fois que le deuxième tube en acier est également complètement enfoncé, un troisième tube y est raccordé. Cette fois, le tube ne peut pas descendre beaucoup plus bas car il a atteint la roche-mère. Cependant, les ingénieurs souhaitent que le pieu en béton s'étende également sous la roche-mère. Comment peuvent-ils y parvenir? Ils commencent par retirer la terre à l'intérieur du tubage à l'aide d'une tarière. Ensuite, une machine puissante appelée marteau à percussion entre en action. Observez ce trépan doté de dents puissantes. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que le trépan tourne tout en effectuant un mouvement de percussion. Cela permet au trépan de briser et de pulvériser la roche située en dessous. Voici le défi. Comment éliminer les débris résultants? C'est pourquoi on utilise de l'air comprimé. L'air comprimé passe par ce tube étroit et atteint finalement les dents du trépan. Les particules de roche formées après le martelage se déplacent avec l'air comprimé et atteignent cet axe central creux. Enfin, tous les débris sont collectés en toute sécurité dans cette boîte. Tout est désormais prêt pour le bétonnage. Cette longue cavité, qui part de la roche-mère et s'étend même au-dessus de la surface de l'océan, est d'abord remplie avec une armature métallique. Ces longs pieux sont généralement bétonnés à l'aide de la méthode de la trémie. Cela permet d'éviter les poches d'air dans le mélange de béton. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le bétonnage? Ils ne remplissent jamais la dernière section du caisson en acier. Nous en apprendrons la raison plus tard. De nombreux pieux de ce type sont érigés sur le fond océanique. Il est maintenant temps de présenter la plus grande structure en acier de ce projet, le caisson. Nous avons déjà vu les détails de l'érection du caisson et l'importance de ces tubages saillants. La première étape avant l'insertion du caisson consiste à retirer les dernières sections du tubage en acier que nous avons érigé. C'est pourquoi nous n'avons pas coulé de béton à l'intérieur afin de faciliter leur retrait. Le caisson est maintenant lentement inséré sur les pieux que nous avons déjà érigés. Les joints étanches du caisson garantiront aux ouvriers une plateforme solide pour commencer la construction principale. Les détails de la disposition des barres d'armature pour le bétonnage des fondations sont présentés ici. Une fois les fondations prêtes, les ouvriers retirent le caisson. Pour le bétonnage d'une pile aussi longue, les ingénieurs utilisent une technologie intéressante appelée coffrage glissant. Ici, le premier coulage de béton est effectué de manière classique.
Les coffrages qui sont fixés sont désormais mécanisés. Il y a des coffrages sur les 4 côtés, mais pour simplifier, nous n'en montrons qu'un seul. Une fois que le béton a durci, cette technologie intéressante entre en action. À l'aide de ce levier, les ouvriers séparent d'abord le coffrage du béton. Observez maintenant cet accessoire situé sous les coffrages. Il est actionné hydrauliquement. Lorsque les ingénieurs l'activent, le coffrage commence à monter. En quelques coups, les coffrages couvriront toute la hauteur du béton durci. Les ouvriers peuvent alors fermer les coffrages sur la pile et passer à l'étape suivante du bétonnage, et ce cycle se répète. La pile grandit, lentement mais sûrement. Pourquoi les ouvriers ont-ils soudainement arrêté le bétonnage à cet endroit? Ils réduisent la taille de la pile. Une fois la taille réduite, le bétonnage par coffrage glissant reprend. Nous découvrirons très bientôt la raison pour laquelle ils réduisent la taille de la pile. Lorsque la pile atteint presque sa hauteur maximale, les ouvriers insèrent des selles. Il s'agit d'un élément essentiel pour l'insertion future des câbles. Nous avons maintenant construit une tour. Pour ce pont, les ouvriers doivent construire 3 autres tours de ce type. C'est un spectacle magnifique de voir toutes ces tours se dresser fièrement dans l'eau. Elles attendent que le tablier routier soit installé. Avant d'en arriver là, nous devons d'abord comprendre comment les ingénieurs ont déterminé la position de la roche-mère et la profondeur à forer. Avant toutes ces activités, ils ont effectué des analyses de sol in situ. Les ingénieurs du projet ont dû réaliser une étude géotechnique détaillée du sol qui supportera une charge considérable provenant des pieux. Ils ont analysé les fonds marins afin de s'assurer qu'ils seraient capables de supporter la charge de la structure permanente. Le test le plus couramment utilisé pour mesurer la résistance du sol est un test in situ appelé « essai de pénétration au cône ». Vous pouvez observer comment l'appareil CPT est placé sur le fond océanique. La pointe conique de l'appareil pénètre dans le sol et des capteurs renvoient les valeurs de friction et de résistance du sol. Observez comment la valeur de résistance du sol change à mesure que le cône pénètre. La pénétration se poursuit jusqu'à atteindre la roche-mère. Vous pouvez observer un bond soudain de la valeur de résistance une fois celle-ci atteinte. Grâce à ce test pratique, les ingénieurs savent à quelle profondeur les tubes en acier doivent être enfoncés. Quoi qu'il en soit, à partir de là, nous devons fixer de nombreuses poutres caissons en béton et également réaliser les raccordements des câbles aux pylônes principaux. Ces hauts pylônes n'attendent que ça. Voyons les phases passionnantes qui restent à accomplir dans la construction du pont. La construction des tout premiers éléments de poutres-caissons était la tâche la plus difficile. Pour cela, les ouvriers doivent d'abord ériger des échafaudages comme celui-ci. Les premières poutres-caissons sont construites en coulant directement le béton sur place. Les ouvriers préparent des coffrages métalliques avec des joints étanches. Il est maintenant temps de couler le béton. Nous comprendrons bientôt pourquoi ces trous sont nécessaires à l'intérieur des poutres-caissons. Une fois que les poutres ont atteint cette longueur, le reste des travaux de construction est plus facile. Après leur durcissement, il est temps d'introduire la machine la plus importante de ce projet, le lève-segment. Le lève-segment est assemblé pièce par pièce sur la poutre. Observez ces vérins hydrauliques. Ces machines puissantes soulèvent les segments de poutres-caissons de manière lente et régulière. Les ouvriers appliquent maintenant de la colle époxy sur les surfaces des poutres. Cela joue un rôle crucial dans l'assemblage des poutres déjà durcies. Ces câbles d'acier sont les éléments essentiels invisibles de tout pont en béton. Les ouvriers insèrent les câbles d'acier à une extrémité, les font passer jusqu'à l'autre extrémité et, à l'aide de ce vérin hydraulique, les tendent. Veuillez noter que les câbles d'acier sont bloqués à l'autre extrémité. Si les câbles sont tendus, le béton se comprime automatiquement. Cela augmente la durée de vie des poutres en béton. De plus, cette opération permet de bien assembler les différentes pièces de la poutre. Installons 3 poutres supplémentaires. Veuillez observer l'utilisation intelligente des câbles de poste-tension après chaque installation de poutre. Maintenant, si vous observez, nous avons créé suffisamment d'espace pour placer un autre lève-segment du côté gauche. De la même manière, le lève-segment du côté gauche soulève et installe également des poutres caissons. Après quelques étapes, les côtés gauche et droit deviennent parfaitement symétriques. Commence alors la méthode de montage appelée
Construction en porte-à-faux équilibré. Cette activité de construction est remarquable. Chaque lève-segment soulève différentes poutres et les câbles de post-tension sont utilisés de manière ingénieuse pour les maintenir comprimés. Cependant, pouvez-vous identifier un problème majeur ici? Si nous continuons ainsi, après une certaine longueur, voici ce qui se produira. Il est temps de soutenir le tablier de la route à partir du pylône principal. À partir de la poutre numéro 3, le tablier routier nécessite le soutien des câbles. Avez-vous remarqué le trou prévu dans la dernière poutre caisson? Il s'agit d'un élément intentionnel et de tels trous seront présents après chaque deuxième poutre. Cette pièce en acier, appelée ancrage, est d'abord insérée dans le trou. Veuillez noter que l'angle de l'ancrage est important. Avant d'installer les tendons en acier, les ouvriers doivent d'abord installer des tuyaux en PEHD. Ici, ils assemblent différents morceaux de tuyaux en PEHD en les chauffant. Tout d'abord, le tuyau en PEHD est suspendu dans les airs à l'aide d'une grue. Vient ensuite l'utilisation de la machine à pousser les tendons. Cette machine pousse les tendons un par un. Les câbles atteignent l'autre extrémité du tuyau en PEHD. Ils passent ensuite à travers les trous de la selle. Les câbles atteignent l'autre extrémité de la selle et traversent à nouveau le tuyau en PEHD. Après un long trajet, ils finissent par atteindre l'autre ancrage en acier. Ici, les câbles sont tendus à l'aide d'un vérin de tension. Le tablier routier est désormais correctement soutenu, les câbles post-contraints les comprimant et les relient entre eux. Et le support de câble situé en haut leur confère la stabilité nécessaire. Un support de câble est nécessaire après chaque poutre. La progression du tablier routier est remarquable. Dans les autres pylônes également, l'assemblage des poutres progresse grâce à la méthode de construction en porte-à-faux équilibré. Finalement, les deux porte-à-faux se rejoignent au milieu. Le dernier segment du tablier routier est à nouveau fabriqué à l'aide du procédé de coulage sur place. Ce pont, situé à Goa, en Inde, offre une transition très progressive avec le sol. Ce que nous venons de construire est appelé un pont à haubans. Les ponts à haubans ont révolutionné le monde du génie civil. Leur popularité a considérablement augmenté après les années 1950. Cependant, vous avez peut-être observé un type de pont à haubans totalement différent dans votre ville. Voici un exemple de ce type de pont, achevé en 2009, d'une longueur totale de 5,6 km. Observez la tour ou le pylône de ce pont. Ce type de conception est appelé pylône en diamant. De plus, ce pont n'est pas purement un pont à haubans, c'est un pont hybride. Une partie de ce pont est à haubans et l'autre partie est un pont à poutres normales. Les ponts à pylônes en diamant ont une grande rigidité géométrique, ils sont également esthétiquement remarquables. En fait, les ponts à haubans peuvent avoir 5 grands types de conception pour les pylônes en fonction de la situation. La troisième conception de pylône est appelée conception en H. La structure en H se compose de 2 colonnes verticales reliées par une traverse horizontale près du sommet, ou au milieu, elle offre une bonne stabilité latérale et est idéale pour les ponts dont les travées sont équilibrées de chaque côté. Le pont Severinsbrücke en Allemagne est tout à fait unique. Ce type de conception à haubans est connu sous le nom de conception en A. Cette conception transfère plus efficacement la charge à la base. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser des traverses horizontales pour cette conception. Cette conception peut sembler similaire à la conception en A, mais ici, les pieds divergent vers le bas à partir d'un seul axe, créant un Y inversé. Le pont international Guadiana au Portugal suit cette conception. Nous avons déjà observé la conception en forme de I des ponts à haubans. Ici, un seul pylône vertical et étroit s'élève depuis les fondations. La conception en forme de I est manifestement la plus minimaliste. Ce type de disposition des câbles est appelé disposition en éventail modifié. Il existe 2 autres façons de disposer les câbles d'un pont à haubans. Les 2 autres conceptions sont les dispositions en éventail et en harpe. Grâce à toutes ces connaissances accumulées,
Nous pouvons maintenant comprendre l'ingénierie qui se cache derrière le plus long pont maritime au monde, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. La longueur de cette traversée maritime est impressionnante, avec 55 km, et elle relie Hong Kong à Macao et Zhuhai. Cette merveille du génie civil comprend 4 îles artificielles, un tunnel sous-marin et 3 ponts à haut banc. La section la plus longue de la traversée est cette route d'une longueur de 29,6 km. Les 3 ponts à haut banc font partie de cette longue section. Vient ensuite le tunnel sous-marin, long de 6,4 km. Vous pouvez voir 2 îles artificielles aux 2 extrémités de ce tunnel. Le trajet se poursuit ensuite sur une route surélevée de 12 km pour finalement atteindre Hong Kong. Les ponts à haut banc connaissent une popularité croissante. Bien que ces derniers soient généralement destinés à des portées comprises entre 150 et 600 mètres, de plus en plus de ponts à haut banc sont aujourd'hui construits avec des portées plus longues. Par exemple, le pont à haut banc le plus long au monde, le pont Ruski en Russie, a une portée de 1104 mètres. En revanche, les ponts suspendus offrent des portées bien supérieures. Le Golden Gate Bridge, construit en 1937, a une portée de 1280 mètres. Le célèbre pont Akashi-Kaikyo au Japon a une portée de près de 2 km. Malgré leur portée supérieure, les ingénieurs préfèrent aujourd'hui souvent les ponts à haut banc aux ponts suspendus. La raison principale réside dans la facilité de construction. Dans les ponts suspendus, le câble principal doit être entièrement posé avant de commencer l'assemblage des suspentes et du tablier routier. Et pour poser le câble principal, il faut attendre que la construction des pylônes principaux soit terminée. Examinons maintenant la séquence de construction d'un pont à haut banc. Les ingénieurs peuvent commencer la construction du tablier routier avant même que la construction des pylônes soit terminée. La pose des hauts bancs et la construction du tablier routier progressent simultanément. La deuxième raison réside dans la facilité d'entretien. Supposons que l'un des câbles principaux d'un pont suspendu doive être remplacé. Voici comment les ingénieurs doivent procéder. Tout d'abord, une structure temporaire équipée de vérins hydrauliques doit être construite sous la travée principale. Une fois que la charge du câble principal a été transférée à la structure temporaire, ils peuvent démonter le câble principal et le réparer. Si un câble doit être remplacé dans un pont à haut banc, la tâche est relativement simple. Le pont à haut banc offre une bonne redondance. Les ingénieurs peuvent remplacer un câble sans avoir à construire de structure temporaire. Une autre raison pour laquelle les ponts à haut banc sont devenus très populaires au cours des dernières décennies est l'optimisation de la tension dans chaque câble de haubanage. Les poutres d'un pont subissent un moment de flexion dû à la charge vive et au poids propre du pont. La tension des câbles réduit considérablement ce moment de flexion. Grâce à l'avènement de modèles FEA précis, les ingénieurs sont désormais en mesure de prédire la post-tension optimale nécessaire pour chaque câble, ce qui permet aux poutres d'avoir une conception élancée sans compromettre leur intégrité structurelle. En réalité, la rivalité entre les ponts à haut banc et les ponts suspendus mérite d'être mentionnée. Le tout premier concept qui a captivé l'imagination des ingénieurs était celui du pont à haut banc. Voici un concept théorique de Fausto Veranzio datant du XVIe siècle. Lorsqu'il a été concrétisé au XIXe siècle, ce concept a connu de graves échecs. L'un des premiers ponts à haut banc, le Dryburgh Abbey Bridge, s'est effondré en janvier 1818, 6 mois seulement après son inauguration. Le pont sur la Saale en Allemagne a connu le même sort. Il s'est effondré en 1824 lorsque 300 soldats l'ont traversé. Après ces incidents, les ponts à treillis, en arc et suspendus sont devenus les modèles les plus populaires parmi les ingénieurs. Lorsqu'un pont devait supporter une charge lourde, ils optaient pour des structures en treillis ou en arc. Si la portée requise était trop importante, ils choisissaient des ponts suspendus. Cette tendance s'est poursuivie pendant près de 130 ans et les ponts à haut banc ont été complètement oubliés. En 1955, l'ingénieur allemand Franz Dischinger a redonné vie à la technologie des ponts à haut banc avec le pont de Strömsund en Suède. Franz Dischinger a utilisé une disposition en éventail pour les câbles au lieu de l'ancienne disposition en harpe. Il a pu calculer la force développée dans chaque câble et déterminer l'angle optimal pour ceci. Il a également utilisé du béton précontraint dans ce pont. Après le succès du pont de Strömsund, les ponts à haut banc ont commencé à se multiplier dans toute l'Europe et l'Asie.
Finalement, les États-Unis ont également rejoint cette tendance avec l'inauguration du pont Ed Handler en 1978. Les ponts à haubans ont supplanté les ponts suspendus et les ponts en arc en termes de popularité, mais même aujourd'hui, lorsque la longueur de portée requise est extrêmement élevée, les ingénieurs optent toujours pour un pont suspendu et, lorsque les ingénieurs ont besoin d'une résistance structurelle exceptionnelle, ils continuent de privilégier les ponts en arc. Vous avez peut-être remarqué une chose dans toutes ces conceptions de ponts. Les fondations sont à moitié immergées dans l'eau. Pourquoi les ingénieurs ne construisent-ils pas les fondations de cette manière? Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'utiliser des caissons pour la construction. Quelle manière simple de construire des ponts? Veuillez m'indiquer dans les commentaires pourquoi nous ne construisons pas de cette manière. Quoi qu'il en soit, il est difficile de croire qu'à partir de ces conceptions de ponts simples, nous ayons atteint un niveau d'ingénierie aussi sophistiqué en moins de 70 ans. La construction des ponts et son histoire. Cette vidéo était particulièrement longue. Nous rencontrons des difficultés à produire de telles vidéos en utilisant uniquement les revenus de Google AdSense. Vous nous seriez donc d'une grande aide si vous pouviez nous soutenir sur Patreon. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien. Prenez soin de vous, au revoir.